Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur l'actualité sociale de 2026. Nous allons évoquer donc toute l'actualité 2026 dans le but donc de décortiquer, anticiper les mesures afin de sécuriser les pratiques RH. Donc, comme on peut le voir sur le sommaire qui suit, on va évidemment évoquer la loi de financement de la sécurité sociale aujourd'hui, mais pas seulement, puisqu'on souhaitait effectivement revenir sur, par le biais quelque part d'une rétrospective 2025, on souhaitait revenir sur certaines mesures qui ont pu être prises en 2025 et qui vont également avoir un impact sur 2026. Donc, en plus, effectivement, de la loi de financement de la sécurité sociale qui sera bien vue, on va revenir sur plusieurs mesures de 2025. Malheureusement, certains points seront peut-être pas évoqués aujourd'hui. L'objectif, il est vraiment de faire un tour global, de se donner un vernis sur certaines mesures. Donc, vous avez peut-être certaines attentes sur des mesures, sur des points particuliers. Ils seront peut-être pas vus aujourd'hui. Normalement, vous avez la possibilité en bas à gauche de pouvoir nous recontacter, de pouvoir demander à quelqu'un de revenir vers vous. Donc, si vous n'êtes pas client, je vous invite à le faire. Un spécialiste reviendra vers vous. Si vous êtes client, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel. Concernant le groupe TGS, en avant-propos, très rapidement, le groupe TGS, pour rappel, donc c'est un groupe qui fait du conseil en fait aux chefs d'entreprise dans le but de structurer leur entreprise. C'est un groupe qui est basé au niveau, qui est implanté sur le territoire au champ national, voire un petit peu à l'international également. Et la grande spécificité, c'est notre pluridisciplinarité, ou plutôt même notre interdisciplinarité, puisqu'on essaie de travailler par le biais donc, de 6 métiers différents, l'audit, le conseil, l'expertise comptable, les avocats, l'informatique et la PRH. Donc, c'est ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui au travers de ce thème, du thème de ce webinaire. C'est la PRH et TGS France. Donc, la PRH et TGS France, c'est plus de 55 ans d'expertise, 250 collaborateurs qui font de la paye, mais qui font aussi du conseil en paye. Et petit rappel donc, sur la paye, plutôt le bulletin de paye et l'importance qu'il peut y avoir. Le bulletin de paye, c'est aujourd'hui le document qui cristallise quelque part un petit peu les tensions. Hein. C'est le nerf de la guerre, c'est la rémunération. Aujourd'hui, avoir un bulletin de paie sécurisé, c'est éviter des contentieux, c'est éviter des litiges. Donc, c'est très important de pouvoir anticiper et de pouvoir gérer au mieux la paye selon l'actualité, selon tout ce qui peut être mis en place, et notamment sur cette année 2026. Donc, moi, je suis Augustin Vieillard, je suis juriste en droit social chez TGS depuis maintenant plus de 8 ans. J'accompagne nos clients dans toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir avec leurs salariés, de l'embauche jusqu'à la sortie et pendant toute la vie du contrat. Et je serai accompagné aujourd'hui donc, pour vous présenter ce webinaire de Céline Gatineau, à qui je vais passer la main tout de suite. Oui, bonjour. Donc, je suis effectivement Céline Gatineau. Donc, je suis responsable pôle PRH. Je suis dans le groupe TGS France depuis bientôt 23 ans. Donc, je vous accompagnerai sur ce webinaire, donc plus sur la partie paye, technique paye. Pour nous accompagner également, nous aurons Patricia Kifurus et Hélène Maillard qui vous accompagneront au chat. Une petite information, si vous voulez, au vu de l'étendue des sujets et du temps qui nous est imparti, donc d'1 heure, il n'y aura pas de session de questions-réponses en fin de webinaire. Si vous êtes client TGS, nous vous invitons à revenir vers votre conseiller habituel si toutefois vous avez des questions, ou sinon, comme vous disait Augustin, à nous laisser un petit message dans le chat. Comme vous disait Augustin tout à l'heure, donc nous avons considéré, on est sur un webinaire actualité 2026. Par contre, nous avons considéré qu'il y avait certains faits de 2025 qui pouvaient être intéressants revenir dessus sur 2025 pour que 2026 soit appréhendé d'une bonne manière. Donc, quels sujets vont être abordés pour 2025 ? Donc, nous avons commencé par les avantages en nature véhicules. Donc, sur la modification des règles d'évaluation de l'avantage en nature véhicule. Donc, qu'est-ce qui a changé sur ces règles d'évaluation sur 2025 ? Donc, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'un nouvel arrêté est paru en février 2025 qui venait modifier ces règles d'évaluation.
Donc, ce qui va être important à mettre en exergue, c'est que vous allez pouvoir avoir encore quand même la coexistence de 2 régimes distincts. Donc, l'ancien régime et le nouveau régime, en fonction de la date à laquelle vous aurez mis à disposition le véhicule à votre salarié. Et puis, quel va avoir pour vous, pour votre entreprise, c'est que les cotisations concernant ces avantages en nature vont augmenter pour vous et pour le salarié. Donc, si on considère l'avantage en nature, je ne sais pas si vous en avez déjà mis en place dans votre entreprise. Donc, alors, par contre, juste j'ai un petit souci technique. Augustin, est-ce que tu peux éventuellement passer les slides? Oui, parce que j'ai un petit souci et je n'arrive pas à les passer. Donc, comme je disais, donc l'avantage en nature, qu'est-ce que c'est? Donc l'avantage en nature, c'est que si aujourd'hui, alors je veux bien que tu passes sur la slide avec le tableau. Si aujourd'hui vous mettez à disposition de votre salarié un véhicule à titre permanent, c'est un avantage que vous octroyez à votre salarié et il faudra dans ces cas-là payer des cotisations en plus à l'URSSAF sur cet avantage, sur ce supplément finalement de salaire que vous faites à votre salarié. Donc, ce qu'on a voulu en fait reprendre pour ce webinaire, c'est les 2 modalités de calcul que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez avoir un véhicule hybride ou thermique, ou vous pouvez avoir un véhicule électrique. Donc, les modalités de calcul vont être un petit peu différentes sur ces deux attributions de véhicules. Donc, le tableau qu'on vous a représenté, donc, il peut faire peur d'emblée, mais on a souhaité vous remettre en lumière en fait toutes les modalités de calcul qu'il pouvait y avoir pour l'avantage en nature. Donc, si vous mettez à disposition de votre salarié un véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est que pour calculer l'avantage en nature, vous allez avoir le choix entre 2 modalités de calcul. Soit vous allez partir sur un calcul au forfait annuel, soit vous allez partir sur un calcul en dépenses réelles. Donc déjà, il faut déterminer cela. Si votre véhicule il est acheté, vous allez devoir déterminer si votre véhicule il est acheté ou si votre véhicule il est en location. Et si votre véhicule il est acheté, vous allez avoir soit votre véhicule il aura moins de 5 ans, soit votre véhicule aura plus de 5 ans. Donc, en fonction de tout cela, donc vous allez avoir ensuite 2 modalités de calcul. Soit vous aurez mis à disposition de votre salarié le véhicule avant le 1er février 2025, soit vous allez le mettre à disposition après le 1er février 2025. Donc, et là, va déterminer le calcul que vous allez devoir appliquer. Donc, ce qu'il faut en détail, c'est que si on prend par exemple un véhicule acheté de moins de 5 ans pour lequel vous voulez calculer un forfait annuel et que vous ne prenez pas en charge le carburant de votre salarié, où avant on était sur un avantage en nature de 9% du coût d'achat, vous allez passer après le 1er février à un un avantage en nature de 15% du coût d'achat. Donc, on voit bien que l'augmentation est importante. Et même chose pour un véhicule en location, où vous étiez avant sur un coût de 30% du coût global, donc location, entretien, assurance, vous allez passer sur un coût un avantage en nature à 50% du coût global. Donc, ce qu'il faut quand même retenir de cet arrêté, c'est que les nouvelles modalités ne rentrent en ligne de compte que pour le calcul au forfait. Si vous étiez sur un calcul selon les dépenses réelles, il n'y a pas de changement selon que vous ayez mis à disposition le véhicule avant ou après le 1er février. Donc, ça, c'était sur la partie véhicule thermique et hybride. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Allô Céline. Alors, on a perdu Céline. Je vais prendre la relève. Sur les formalités, l'importance des formalités. Ah, Céline, on t'entend très mal. Oui, c'est bon, tu es revenu. Je surpasse la main. Ok, merci. Donc, oui, je disais, donc, il va y avoir une importance à mettre en place certaines formalités. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale est venu apporter une précision sur qu'est-ce qu'il fallait qu'on considère comme la date de mise à disposition. Donc, la date de mise à disposition, c'est la date d'attribution qui est fixée par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié. Donc, Augustin, est-ce que tu peux nous apporter une petite précision par rapport à ça?
Oui, alors moi c'était surtout revenir sur l'importance de bien faire un accord, de ne pas revenir sur, voilà, je contractualise un avantage en nature, je le fais par voie verbale, je le fais par un petit document qui n'aura pas forcément grande importance, pour deux choses. La première, c'est évidemment le fait d'être clair et transparent par un écrit, je vais me sécuriser, je vais pouvoir bien encadrer comment est mon avantage en nature, et notamment vis-à-vis de cette date de mise à disposition. L'autre élément, moi, sur lequel j'aime bien revenir sur l'avantage en nature, c'est en fait la valorisation managériale. Pardon. L'idée, c'est de rappeler à un salarié, en faisant justement un accord qui sera soit dans le contrat, soit dans l'avenant, soit dans une annexe au contrat ou à l'avenant, mais en encadrant vraiment les choses, ça me permet vraiment de valoriser l'avantage en nature qui sera mis à disposition du salarié et de lui montrer que ça reste un avantage, c'est quelque chose qui est mis en avant pour lui, c'est quelque chose qui est un plus. Et quelque part, si j'ai tendance à un petit peu le réduire, je perds un petit peu l'intérêt de mon avantage en nature. Voilà là-dessus. Céline, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Donc, une petite précision. Si jamais vous avez un véhicule que vous aviez acheté avant le 1er février, mais que vous mettez à disposition de votre salarié à compter de cette date. Donc là, il faudra bien appliquer les nouvelles règles de calcul. Et même chose, si vous aviez un véhicule que vous aviez attribué à un salarié A avant le 1er février 2025, mais que vous mettez maintenant à disposition d'un autre salarié après le 1er février 2025. Donc là, vous appliquerez bien les nouvelles dispositions. Donc, ce qui fait que pour un même véhicule, vous aurez parfois à appliquer l'ancien régime et à compter du 1er février, le nouveau régime. Donc ça, on était on avait abordé plus la partie véhicule hybride et thermique par rapport aux véhicules 100% électriques. Donc, vous allez avoir un régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2027. Vous pourrez pratiquer, donc, je vais y revenir après, un abattement de 70%. Et comment déterminer si votre véhicule rentre bien dans les règles pour appliquer cet abattement forfaitaire? Donc là, il va falloir que votre véhicule remplisse une condition spécifique de score environnemental. Donc, je vais vous parler ensuite de ce petit score. Donc, là. Donc, comme ce qu'on a pu faire tout à l'heure pour le véhicule thermique, donc on vous aura fait un petit tableau pour vous indiquer comment calculer votre avantage en nature pour votre véhicule 100% électrique. Donc, on part sur des règles de calcul identiques au véhicule thermique, par contre en excluant les frais de carburant des formules. Et puis, donc là, même chose, si vous êtes sur du calcul au forfait annuel et que vous aviez un véhicule qui était mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025, donc là, vous aurez un abattement, vous pouviez pratiquer un abattement de 50% sur votre avantage en nature, donc qui était plafonné à 2000,30 € en 2025. Sur une mise à disposition qui va être faite à partir du 1er février 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027. Donc là, en fait, votre abattement passera à 70%. Alors, par contre, vous avez un plafonnement là qui sera qui était à 4 582 € par an pour 2025 et qui passera à 4 641,60 € en 2026. Donc, comment vérifier que vous répondez bien aux conditions de l'éco-score? Donc, on vous a remis le lien en fait où vous pouvez aller vérifier avec les caractéristiques de votre véhicule si celui-ci répond bien à l'éco-score. Donc, si toutefois votre véhicule ne répond pas à cet éco-score, eh ben, il faudra que vous appliquiez la règle d'évaluation d'un véhicule thermique. Vous n'aurez pas le droit d'appliquer l'abattement. Et puis, comme tout à l'heure, donc si vous étiez sur un calcul aux dépenses réelles, donc là, rien de particulier. Votre mode de calcul de l'abattement ne change pas. Vous resterez sur un abattement à 50%. Donc ensuite, sur les faits qui ont pu, les choses qui ont pu passer, les nouveautés qui ont pu passer sur 2025, on a voulu revenir sur les indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, puisque là, pareil, un décret du 20 février 2025 est venu est venu abaisser le plafond de revenus d'activité qui est pris en compte pour le calcul des indemnités journalières maladie non professionnelles.
Donc ça, pour les arrêts qui débutent à compter du 1er avril 2025. Donc, sur les arrêts qui avaient débuté avant le 1er avril, donc vous aviez un plafond de calcul des indemnités journalières qui se calculait à hauteur de 1,8 SMIC. Donc, à partir du 1er avril 2025, le plafond est venu s'abaisser et il n'est plus que de 1,4 SMIC. Ce qui fait que le montant maximum qu'un salarié pouvait percevoir d'indemnité journalière sécurité sociale s'élevait à 53,51 € sur la base du SMIC 2025, mais n'était plus que de 41,47 € sur la base du SMIC 2025, tout ça pour les arrêts qui étaient prescrits, enfin qui sont prescrits jusqu'en janvier 2026. Donc pour les arrêts qui vont être prescrits à compter de février 2026, là vous aurez un montant maximum d'indemnité journalière à 41,96 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le principe est inchangé pour le calcul des indemnités journalières. On reste toujours sur 50% du salaire journalier brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt ou alors des 12 mois précédents si vous êtes sur une activité saisonnière. Donc, on a un petit exemple chiffré selon ce que vous soyez avant ou après la réforme du 1er avril. Et puis, donc vous pourrez aller voir en fonction des tranches de salaire. Si votre salarié, il avait un salaire jusqu'à hauteur de 1,4 SMIC, donc là, pas de changement pour lui. Et puis, si toutefois votre salarié, il a un salaire au-delà des 1,4 SMIC, donc là, vous allez avoir, le salarié va connaître un impact de cette réforme. Donc, quelles conséquences pour vous en tant qu'employeur? Donc, aujourd'hui, si vous avez un salarié qui est concerné par cette baisse d'activité, cette baisse d'indemnité, du montant de l'indemnité journalière de sécurité sociale, si vous aviez l'obligation pour ce salarié-là de faire un maintien de salaire, eh ben, c'est votre part employeur, c'est votre part que vous avez à verser à votre salarié en complément maladie qui va augmenter, puisque si on partait du principe que vous aviez un maintien de salaire à 100% à faire, par exemple, à votre salarié, si la part de la CPM diminue, c'est votre part, vous, employeur, qui vient par cette baisse, se retrouve impacté par cette baisse des indemnités journalières et qui ne rentrait pas dans les conditions pour bénéficier d'un maintien de salaire, là, dans ce cas-là, c'est lui qui subira une perte sèche de sa rémunération. Et puis, troisième conséquence, donc si en fait votre complément de salaire est pris en charge par un organisme de prévoyance, donc là, ça veut dire que la part qui sera prise en charge par la prévoyance va également augmenter. Et quel impact ça va avoir au bout du bout? Eh ben, c'est qu'à terme, on pense qu'il y aura une augmentation des cotisations de prévoyance, donc pour vous et ou pour le salarié en fonction de comment vous cotisez. Donc, sur cette partie, voilà. Alors, on a eu une déconnexion de Céline qui a des problèmes de connexion. Vous avez dû vous en rendre compte. Désolé par avance pour le suivi du webinaire. Donc, je vais continuer, je vais prendre le relais en attendant que Céline revienne. Et je vais partir sur un point. On va directement aller donc sur l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation concernant les congés payés. Pourquoi est-ce qu'on voulait revenir un petit peu sur l'évolution jurisprudentielle donc des congés payés de 2025 ? Tout simplement parce que c'est des jurisprudences qui ont fait pas mal de bruit. C'est des jurisprudences qui étaient assez attendues, même si ce n'était pas forcément surprenant, on s'y attendait. On va revenir un petit peu sur l'historique. Et c'était important qu'on revienne dessus parce que nécessairement, c'est des choses qui auront un impact sur 2026. Donc, c'était important pour nous qu'on revienne sur ces deux jurisprudences. On va voir en plus qu'il y a eu des mises à jour récemment. Donc, voilà, c'était important pour nous de les évoquer dans le cadre de cette rétrospective 2025. Donc, cette première jurisprudence, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Qu'un salarié en arrêt maladie pendant ses congés a droit à ce qu'il soit reporté dès lors que l'arrêt est notifié à l'employeur. Donc, c'était quelque chose d'assez classique. On s'y attendait, encore une fois, pour rappel un petit peu du contexte.
La CJUE, donc la jurisprudence européenne, est toujours allée dans le sens où elle demandait à ce que ce principe soit appliqué, et la Cour de cassation a fini par l'appliquer. C'était attendu, dans la même façon qu'elle l'avait fait en 2023 pour l'acquisition de jours de congé pendant l'arrêt maladie. Donc c'était quelque chose qui était attendu, rien de surprenant. C'est appliqué, donc forcément pour 2026, il va falloir en tenir compte si vous vous retrouvez à y être confronté. Deuxième jurisprudence, toujours du 10 septembre 2025, qui vient nous dire que lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc là, on se replace à septembre 2025 et on vient effectivement nous dire que si le temps de travail est décompté de façon hebdomadaire, Céline, je vois que tu es revenue. Ouais, je me suis juste permis d'avancer. On reviendra sur les apprentis. Vas-y. Je finis sur les jurisprudences. Donc, quelque part, cette jurisprudence vient nous dire qu'à la condition que le temps de travail soit décompté de façon hebdomadaire, les jours de congé doivent être inclus dans le calcul de seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc, pareil, pas de surprise, c'était quelque chose qui était attendu parce que c'était demandé par la CJUE. Petite nouveauté, donc c'est que depuis le 7 janvier 2026, donc la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, la Cour de cassation, elle est venue confirmer que la situation devait également s'appliquer si le temps de travail était comptabilisé sur une durée plus longue. Donc dans l'exemple du 7 janvier 2026, on était sur un décompte du temps de travail qui était bi-hebdomadaire, mais la rédaction de la Cour de cassation laisse à penser qu'on serait bien sur une prise en compte des jours de congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour toute durée supplémentaire. Alors, on attend quand même confirmation, notamment pour tout ce qui va être aménagement du temps de travail, pour tout ce type de mesures, mais on sent bien effectivement que, même si on va être en attente de nouvelles jurisprudences, on voit un petit peu la tendance qui va être donnée par la Cour de cassation. On attend quelques confirmations, mais on voit bien la direction dans laquelle la Cour de cassation veut aller. Je vais repasser la main à Céline qui va revenir pour vous parler des apprentis. Et normalement, Céline, ta connexion a l'air d'être parfaite. On te voit très bien, donc c'est parfait. Ok, merci. Bon, moi, je tiens à m'excuser, j'ai un petit souci de réseau Internet, donc ce qui a amené à ce que je sois coupée. Donc, ce qu'on disait, c'est que sur 2025, donc, on a voulu réaborder une partie sur les nouveautés qu'il y a pu y avoir en termes d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir de nouveau par rapport à l'apprentissage? Donc, on l'a abordé de 3 façons différentes. Donc, on a abordé le principe des aides, le principe du reste à charge qui a été mis en place sur l'année 2025 et le principe des exonérations. Donc là, pareil, on vous a refait une synthèse de tout ce qui avait pu se passer au niveau des aides sur l'année. Donc, je vous fais grâce je ne vais pas vous lire tout le tableau. Par contre, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'auparavant, vous aviez des aides, selon que vous étiez une entreprise de moins de 250 salariés ou de plus de 250 salariés. Et si vous étiez plus de 250 salariés, si vous remplissiez les conditions de quota de salariés en alternance. Pour les apprentis qui passaient des diplômes jusqu'au niveau 7. Donc, et si jamais vous aviez un apprenti en situation de handicap, donc là, vous aviez une aide de 6 000 €. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour 2026? Donc là, ce petit tableau-là vous permettra, si toutefois vous vouliez revérifier les aides qui vous ont été versées par l'ASP, ça vous permettra de refaire tout l'historique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour 2026? Eh bien, aujourd'hui, la loi de finances pour 2026 n'a pas encore été adoptée. Donc, on est sous le couvert d'une loi spéciale. Donc, pour le moment, vous n'allez pouvoir bénéficier d'une aide pour les nouveaux contrats que dans le cadre de l'aide unique que vous pouviez avoir précédemment. Donc, si on revient sur le petit tableau que je vous avais mis sur la slide précédente, donc en fait, c'est ce que je vous ai fait ressortir en plus clair. Donc, vous ne pourrez bénéficier d'une aide que si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés pour un apprenti qui prépare un diplôme au plus de niveau 4, donc au niveau bac. Et vous aurez, on reste sur le même principe de l'aide unique de 5 000 € sur la première année. Donc ça, bien évidemment, c'est l'aide unique qui avait été mise en place par le Code du travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en attente d'un décret qui sera pris après adoption de la loi de finances et qui devrait nous donner des nouveaux paramètres de l'aide pour 2026. Donc, pour l'instant, on reste sur l'aide unique et on verra les nouveaux paramètres en sachant que ces nouveaux paramètres, il a été précisé qu'ils ne seront pas rétroactifs.
Au niveau des aides, qu'est-ce qu'on a pu avoir également de nouveau sur 2025? Donc, à partir du 1er novembre 2025, vous avez une nouvelle règle de proratisation. Donc, pour les contrats qui sont d'une durée inférieure à 1 an ou qui ont été rompus sur la première année. Donc, vous allez avoir un prorata sur le premier et le dernier mois du contrat qui sera fait au prorata des jours travaillés. Donc, exception toutefois pour les contrats qui étaient en cours au 1er novembre 2025, puisque là, vous n'aurez pas de proratisation sur le premier mois, puisque là, la période est déjà passée. Par contre, vous aurez bien la proratisation à faire qui se fera sur le dernier mois. Et puis, une nouvelle règle de paiement également de l'aide, c'est que dorénavant, votre aide, elle cessera au premier jour qui suit la rupture. Où auparavant, vous étiez sur le premier jour du mois qui suivait la rupture. Donc, on vous a refait une petite synthèse derrière. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer depuis le 1er novembre 2025 ? Donc, si toutefois, vous avez conclu un contrat depuis le 1er novembre 2025 et que vous vous posiez la question de savoir comment ça se fait que vous n'aviez pas encore perçu vos aides. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides jusqu'en février 2026 sont mises en attente le temps de la mise à jour de leur site de gestion des aides. Donc, vous percevrez des aides à compter de mars 2026, rétroactivement, depuis le début de votre contrat. Et avec ce principe de prorata du premier et du dernier mois. Si vous aviez un contrat qui était conclu avant le 1er novembre, donc là, normalement, vous avez perçu vos aides. Et par contre, il faudra être vigilant sur un petit point, c'est que si, en fait, vous avez rompu votre contrat avant le 15 février, l'ASP vous réclamera certainement un petit bout de l'aide que vous aurez perçu par anticipation par rapport à ce fameux souci de prorata du dernier mois. Hop là. Donc là, on était sur la partie des aides. Si on passe maintenant sur la partie du reste à charge employeur. Donc, à partir du 1er juillet 2025, donc vous avez la mise en place d'un reste à charge employeur de 750 € pour les contrats qui sont conclus depuis le 1er juillet 2025 et pour les apprentis qui préparent un diplôme de niveau licence, master ou plus. Donc, ce nouveau reste à charge, il est applicable à toutes les entreprises et il vous est facturé par les CFA. Donc, petite subtilité, si toutefois vous avez rompu le contrat dans les 45 premiers jours, donc là, vous avez une participation qui sera à hauteur de 50% du montant qui a déjà été pris en charge par l'OPCO qui a été payé au CFA. Donc, ça, dans la limite de 750 €, et qui sera au prorata temporis du nombre de jours effectués. Et puis, autre précision, si toutefois vous aviez embauché un apprenti qui avait commencé son contrat chez un précédent employeur chez lequel il a rompu en cours, donc là, vous aurez une contribution, mais par contre, celle-ci, elle sera limitée à 200 €. Et troisième volet, donc sur les apprentis, donc là, on est sur l'évolution des exonérations salariales, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour les contrats qui sont conclus depuis le 1er mars 2025, on a un nouveau calcul des exonérations des cotisations salariales. Donc, sur les contrats qui étaient conclus avant le 1er mars, donc tout ce qui concernait les cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle, vous aviez une exonération dans la limite de 79% du SMIC. Depuis le 1er mars 2025, donc vous avez une exonération dans la limite de 50% du SMIC. Donc, ça veut dire que là, il y a une perte de salaire net pour vos apprentis. L'apprenti était également exonéré de CSG-CRDS. Donc, à compter du 1er mars, vous aurez, l'apprenti aura à cotiser à la CSG-CRDS sur le salaire qui dépasse les 50% du SMIC. Même chose pour la taxe sur les salaires. Donc, vous étiez exonéré de taxe sur les salaires avant le 1er mars 2025. Et à compter du 1er mars 2025, vous devrez cotiser à la taxe sur les salaires pour le salaire qui sera au-delà de 50% du SMIC. Alors, bien évidemment, si vous étiez un employeur de 10 salariés ou moins exonéré de taxes, vous restez exonéré. Alors, petite précision, quand on parle de date de conclusion du contrat, on est bien sur la date de signature du contrat. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez un contrat qui a été signé avant le 1er mars, mais qui avait une date d'exécution du premier jour de contrat après le 1er mars,
vous prenez bien en compte le régime qui devait s'appliquer avant le 1er mars. Donc ça, c'est une petite subtilité, mais qui peut avoir son importance. Donc, Augustin, étant donné que je n'avais pas de liaison tout à l'heure, je ne sais pas où est-ce que tu en étais rendu dans... Je vais reprendre. On a pu voir du coup sur l'évolution jurisprudentielle, on ne va pas le faire une deuxième fois, et on va directement passer sur la loi senior. Alors, comme on le disait tout à l'heure, hein, on va pas éplucher toute la loi senior. Nous, on a voulu faire un focus sur un point spécifique donc, de la loi senior, et ce sera le dernier point de la rétrospective 2025, et ça concernait la réforme de l'entretien professionnel. Donc aujourd'hui, l'entretien professionnel devient entretien de parcours professionnel. Donc jusqu'alors, l'entretien professionnel, c'était un entretien qui devait être proposé aux salariés au moins tous les 2 ans, avec un état des lieux tous les 6 ans. On va passer sur un système qui sera du 1-4-8, si on peut dire, c'est-à-dire que désormais, les salariés en poste, ce sera un entretien tous les 4 ans, avec un bilan tous les 8 ans, et une spécificité donc pour les nouvelles embauches, avec un premier entretien dans l'année qui suit l'arrivée. Le contenu, quant à lui, il est beaucoup plus strict. Il est encadré par la nouvelle loi, par 5 points spécifiques. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de ces 5 points, hein, compétences, qualifications, évolution du poste au regard des transformations, parcours professionnel et perspectives d'emploi, projet d'évolution et tous les impacts sur le CPF. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, en fait, de ces conséquences? Grosso modo, moi, j'aime bien me dire qu'on est sur quelque chose qui va être peut-être... on va moins le faire, mais on va mieux le faire. C'est un petit peu l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui va être un petit peu moins impactant pour les entreprises, avec quelque chose qui sera quand même tous les 4 ans au lieu d'être tous les 2 ans, avec un bilan pareil qui va être un petit peu plus espacé, mais l'objectif, il est de le cadrer, de se dire, voilà, on va peut-être être amené à moins avoir cette obligation, mais on va essayer en tout cas de faire un vrai fil rouge et de le rendre le plus utile possible. Restent des questions qui concernaient donc la date d'application pour ce nouvel entretien de parcours professionnel. On va distinguer donc pour les entreprises qui ont des conventions collectives qui appliquent, qui ont des mesures en fait qui encadrent l'entretien professionnel. Donc pour ces conventions collectives-là, pour ces entreprises-là, pardon, qui ont ces conventions collectives, on peut citer donc notamment la Syntec, la métallurgie, le HCR, voilà, il y en a plusieurs, hein, ça c'est pas une majorité, mais on en a quand même quelques-unes. Donc pour ces entreprises-là, je vais avoir jusqu'à octobre 2026, en fait, les organisations syndicales vont avoir jusqu'à octobre 2026 pour négocier et pour revoir des nouvelles mesures, pour se mettre à jour des dispositions de branche concernant le nouvel entretien de parcours professionnel. À défaut, si les organisations syndicales n'arrivent pas à se mettre à jour, je vais être obligé d'appliquer les nouvelles dispositions donc, de la loi senior. À côté de ça, restent les entreprises qui, elles, n'ont pas de convention collective qui encadre l'entretien professionnel. Donc pour ces entreprises-là, aujourd'hui, on n'a pas réellement de réponse. On a eu le gouvernement qui, par des voies un petit peu officieuses, est venu nous dire, ça nous arrangerait parce que ce serait quelque part le plus cohérent, que les nouvelles dispositions seraient applicables à compter du dernier entretien. Donc on doit avoir normalement une foire aux questions, une FAQ du gouvernement qui doit arriver en début d'année. On n'a pas de nouvelles encore aujourd'hui, on a encore un petit peu de temps, mais tout ça devrait être précisé du coup dans la foire aux questions, mais théoriquement, on serait donc sur une application qui serait à compter du dernier entretien, ce qui serait évidemment le plus judicieux et le plus cohérent pour l'intégralité de nos clients. Voilà sur cet entretien donc de professionnel. C'est tout, en quelque part, sur cette rétrospective 2025, avec tous les impacts qu'on va pouvoir voir donc, sur 2026. Et on va directement aller sur les perspectives 2026. Mais avant d'aller donc, dans la loi de financement de la sécurité sociale, on va revenir sur une certaine mesure et je repasse à nouveau la main à Céline. Merci Augustin. Donc, si vous faites de la paix, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que une grosse réforme qui a lieu là au 1er janvier 2026, qui va impacter les bulletins de salaire, c'est la réforme sur les allègements généraux de cotisations patronales. Puisque si donc on vous a refait je vous ai remis un petit tableau sur ce qu'on avait à compter de jusqu'en 2025 et ce qu'on va avoir au 1er janvier 2026. Donc jusqu'en 2025, donc les salariés bénéficiaient vous en tant qu'employeur, vous bénéficiez sur les bulletins de salaire de vos salariés d'une réduction générale de cotisation patronale, d'une réduction du taux de cotisation d'assurance maladie et d'une réduction du taux de cotisation patronale d'allocation familiale.
Donc, votre réduction générale, elle rentrait, enfin, vous pouviez en bénéficier pour vos salariés qui avaient un salaire jusqu'à hauteur de 1,6 SMIC. Et même chose pour les autres réductions. Donc, pour la réduction d'assurance maladie, vous aviez une réduction de cotisation pour les salariés qui allait jusqu'à 2,25 SMIC et pour l'allocation familiale jusqu'à 3,3 SMIC. Donc, qu'est-ce qui va changer au 1er janvier 2026 ? Eh bien, vous n'allez plus avoir de réduction d'assurance maladie ni de réduction à allocation familiale. Alors, sauf cas particulier, j'y reviendrai après, ça, plus de réduction. Donc, pour que ce soit plus simple, entre guillemets, nous n'allons avoir plus que la réduction générale revisitée, entre guillemets, sur les cotisations patronales. Et ça, c'est reconfiguré pour pouvoir en bénéficier pour les salariés qui ont un salaire jusqu'à hauteur de 3 SMIC. Alors, quand je disais que les réductions à assurance maladie et allocation familiale étaient supprimées, donc bien évidemment, si aujourd'hui vous étiez un employeur qui bénéficiait de certaines réductions dégressives type exo ZFRR ou exo LODEOM, etc., donc là, vous continuez toujours à appliquer dans l'état antérieur à la loi de financement de la sécurité sociale de 2025 vos réductions d'assurance maladie, de cotisation assurance maladie et vos réductions cotisation allocation familiale. Et ça pour vos salariés jusqu'à hauteur de 2,5 et 3,5 SMIC. Donc, ce qui donc a changé, ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est la fameuse réduction générale des cotisations patronales. Donc, alors, je vous ai repris le principe de calcul. Donc, comment se calcule la réduction annuelle ? Donc, la réduction annuelle, on va rester sur le même principe que de ce qui pouvait se faire avant, c'est-à-dire qu'on prend la rémunération annuelle de référence de notre salarié qu'on multiplie par un coefficient. Et alors là, voilà, ce coefficient, comment il se calcule ? Donc, je vous fais grâce de la lecture de la formule, mais je vous l'ai remise si vous avez à vérifier votre réduction de cotisation sur vos bulletins. Donc, ils nous ont sorti une formule scientifique, entre guillemets, donc assez compliquée par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Donc, je vous ai remis la formule, je vous ai remis les différents paramètres qui rentrent en ligne de compte dans cette formule. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui va être important à retenir pour le futur, c'est qu'on a un décret qui est en attente de parution, notamment par rapport à un des paramètres de cette formule de calcul. Donc aujourd'hui, si vous calculez de la réduction générale, vous savez qu'on prend en compte le SMIC annuel de référence pour appliquer notre formule de calcul. Donc le SMIC annuel, jusqu'à maintenant, il est le même pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le décret qui est en attente, qu'est-ce qui va y avoir ? Eh bien, en fait, pour les branches d'activité qui n'auraient pas négocié leur grille de salaire depuis un certain temps et qui se retrouvent à avoir un salaire minima inférieur au SMIC, donc là, vous allez devoir prendre vous aurez à prendre dans votre formule de calcul le salaire minima conventionnel et non pas votre SMIC, le SMIC comme le SMIC pour tout le monde. Donc, quelle est la conséquence pour vous en tant qu'employeur si ce décret y paraît bien ? C'est que encore demain, donc on aura une augmentation de vos cotisations pour ces branches d'activité-là. Donc, vous serez impacté, vous serez lésé par rapport aux autres employeurs. Autre précision par rapport à cette formule de calcul réduction générale. Donc, une précision qui a été apportée par rapport à la proratisation du SMIC. Donc, si jamais vous aviez à calculer une réduction générale pour un salarié mensualisé qui n'est pas présent toute l'année, ou pour un salarié mensualisé ou non, dont le contrat est suspendu sans paiement ou avec paiement partiel de la rémunération, vous avez à calculer un SMIC proratisé dans votre formule de calcul. Donc, ce SMIC, comment il était calculé jusqu'à la fin 2025 ? Donc, on proratisait ce SMIC par rapport aux revenus d'activité soumis à cotisation dans le mois pour le salarié et on le divisait par le revenu d'activité si le salarié il avait été présent tout le mois. Et ça, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Et donc, c'est ce petit point-là qui est important. Ces éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence ne sont pas pris en compte dans le rapport, tant au niveau numérateur que dénominateur.
Donc, jusqu'à maintenant, on avait parfois des soucis d'interprétation sur savoir qu'est-ce qu'on prenait ou qu'est-ce qu'on ne prenait pas en compte comme élément non affecté par l'absence. Donc, pour remédier à cela, donc, on a eu une petite précision par rapport à 2026. Donc 2026, donc on reste sur le maintien de la règle avec le rapport du revenu d'activité soumis à cotisation par rapport au revenu d'activité si le salarié avait été présent tout le mois, ça problème. Par contre, la précision, elle vient sur l'élément affecté par l'absence. Donc, on nous dit qu'un élément de rémunération est considéré comme affecté par l'absence en cas, et c'est là qui est important, c'est en cas de proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence. Donc, ça veut dire qu'à contrario, les éléments qui sont considérés comme non affectés par l'absence et qui seront donc à exclure de notre... Eh bien, on a perdu Céline. Hop, alors, qui devrait revenir. Je vois qu'elle est dispo, elle est connectée, c'est juste un problème donc, de connexion. Je vais prendre la relève du coup. Hop, tac. Céline reviendra du coup sur la réduction générale des cotisations patronales de 2026. Le sujet étant principalement paye, je préfère quand même lui laisser intégralement. Ah bah, la revoilà normalement. Sinon, je vais prendre la relève. Augustin, oui, c'est bon. Je suis désolée. Non, t'inquiète pas, c'est les aléas, c'est comme ça, t'inquiète pas. Déconnecté. C'est bon, tu peux reprendre, tout va bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend Céline. On t'entend parfaitement. Alors, petit problème technique. On t'entend. Tu peux reprendre Céline, si tu nous entends. Est-ce que Augustin, tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, Céline. Ok, merci Patricia, j'ai vu que tu m'entendais. Donc oui, alors je ne sais pas où est-ce qu'on s'en était, enfin où est-ce que jusqu'où vous m'avez entendu. Donc si je reviens sur le problème de proratisation de proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence. Donc je vais revenir sur un petit exemple. Donc, si vous voulez, si par exemple, on prend l'exemple d'un salarié qui va avoir en décembre une absence, il est présent la moitié du mois et qui, par contre, sur le mois de décembre, va percevoir une prime annuelle, par exemple. Cette prime annuelle, elle est calculée en fonction de son temps de présence sur l'année. Donc, si là, on considère qu'effectivement, cette prime, elle est proratisée, mais par contre, elle ne va pas être proratisée strictement en fonction de son absence du mois de décembre. Elle est proratisée sur l'année. Donc là, en fait, cette fameuse prime ne sera bien considérée comme un élément non affecté par l'absence et on viendra bien la déduire de notre calcul. Donc, au bout du bout, quel est le principe? C'est que, encore une fois, là, ce principe de proratisation viendra diminuer en fait votre réduction générale et vous aurez en soi une augmentation de vos cotisations. Petite précision donc sur la réduction générale. Donc, au niveau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du SMIC, donc, si votre salarié a un salaire au niveau du SMIC, donc vous aurez une réduction maximale, comme ce que vous pouviez avoir auparavant. Sur la tranche de salaire entre le SMIC et jusqu'à moins de 3 SMIC, là, on est sur une réduction dégressive. Donc, par contre, on sera avec un taux plancher de 2%. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez forcément une réduction appliquée de 2%. Et puis, pour vos salariés qui ont un salaire à partir de 3 SMIC, là, vous aurez une réduction nulle, donc comme auparavant. Donc, pas si votre salaire dépasse le seuil de 3 SMIC, donc vous n'aurez pas de réduction. Ce qu'il faut retenir de ça aussi, c'est que si on veut faire un comparatif entre 2025 et 2026, si on fait le comparatif entre l'ancienne réduction générale avec l'application de la réduction allocation familiale assurance maladie par rapport à notre nouvelle réduction générale de cotisation, donc selon les tranches de salaire, ça vous sera plus ou moins favorable. En fait, l'impact n'est pas linéaire. Donc, ce que je vous invite à faire, si toutefois, en fait, vous vouliez mesurer l'impact de cette nouvelle réforme, c'est d'essayer d'appréhender vos calculs et de faire des simulations pour vérifier, en fait, quel impact ça peut avoir pour vous, puisque ça peut avoir quand même un impact important. Et puis, la même chose, en fait, alors, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais juste un petit aparté par rapport à l'avantage en nature. Pareil, n'hésitez pas à demander à faire des simulations de calcul
avant de changer de véhicule ou quoi que ce soit, avant de faire vos choix, pour bien vérifier quel impact ça peut avoir sur vos cotisations. Ça, c'était la petite parenthèse que j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Pour en revenir à la réduction générale, si vous aviez ce genre de calcul auparavant, il faut savoir qu'il y a un maintien des majorations spécifiques pour tout ce qui concerne les intérimaires, les salariés qui relèvent des caisses de congés et pour les transporteurs routiers, pour les conducteurs grands routiers longue distance et courte distance, avec l'application d'une majoration comme ce que vous pouviez avoir auparavant. Hop là. Et bon, on passe donc à ça, c'était sur l'application en fait de la nouvelle réforme des allègements. Alors j'espère qu'avec la coupure, ça aura été assez clair. Je vous invite à revenir vers votre conseiller si toutefois vous aviez des questions. Et Augustin, je te laisse la main pour. Oui. On va partir du coup sur les premières dispositions donc de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc comme on le disait, on va revenir sur certaines mesures particulièrement et pas sur l'intégralité de la loi. Et donc, le premier point qu'on souhaitait évoquer, on en a beaucoup entendu parler, c'est le congé de naissance et sa nouvelle version, ce nouveau congé de naissance 2026. Donc, qu'est-ce que c'est déjà ce congé de naissance ? Contrairement un petit peu, on a pu entendre pas mal de choses sur le congé de naissance. Donc, le congé de naissance, c'est bien un nouveau congé. C'est quelque chose qui sera en surplus. Ça ne vient pas remplacer ce qu'on entend parfois déjà, le congé de naissance, les fameux 3 jours pour un des parents. Là, on est vraiment sur un nouveau dispositif qui va venir en cumul. Donc, dès lors qu'on a pu épuiser le congé paternité, le congé maternité, le congé de naissance, je vais avoir le droit à mon congé de naissance 2026. Les parents donc, pourront désormais bénéficier d'un congé supplémentaire qui sera d'une durée flexible de 1 ou 2 mois au choix du salarié, avec la possibilité de le fractionner en 2 périodes, donc 1 mois puis 1 mois. On est toujours en attente de décret pour certaines dispositions, mais vraisemblablement, on devrait être sur une indemnisation donc, par la sécurité sociale à hauteur de 70% pour le premier mois et à hauteur de 60% pour le deuxième mois. Quelques petits points d'attention sur le congé de naissance, on se remet un petit peu dans l'historique des négociations. À la base, on avait entendu parler d'un congé de naissance qui devait être un petit peu mutualisé. On devait avoir un congé de naissance qui devait être similaire pour les 2 parents et on devait venir piocher comme ça un petit peu. Le parent 1 pouvait piocher dedans, le parent 2 pouvait piocher dedans. C'est plus le cas aujourd'hui. Le congé de naissance, c'est vraiment un congé qui concernera d'une part le parent 1 et d'autre part le parent 2. Donc, je vais avoir la possibilité d'avoir en fait quelque part au sein d'un couple jusqu'à 4 mois de congé de naissance qui peuvent être prises simultanément. Donc, c'est pareil, c'est bon à savoir si vous avez des couples dans votre entreprise. C'est toujours bien de le garder en tête. L'autre point sur lequel c'est important de revenir, c'est que pendant longtemps, quand c'était débattu en Assemblée nationale, le congé de naissance, il avait été évoqué comme devant remplacer le congé parental d'éducation. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un congé qui va venir en surplus. Donc, j'ai toujours la possibilité d'avoir les congés paternité, congés maternité, le congé de naissance et toujours le congé parental d'éducation. C'est vraiment quelque chose qui va venir en surplus. Donc ça, c'est pareil. On a entendu beaucoup de choses. C'est intéressant de le garder en tête parce que c'est vraiment quelque chose qui est en plus, toujours dans cette historique de se dire qu'on veut agir sur la démographie. Donc, quelque part, on va proposer du plus pour avoir une incitation. Pour qui ? Alors, autre point qui est intéressant sur le congé de naissance, c'est que il y a encore quelques jours, quelques semaines, le congé de naissance devait être applicable au 1er janvier 2026. J'imagine que pour des raisons logistiques et organisationnelles, ce n'est pas le cas. Je pense qu'aucun CERFA n'est prêt, donc c'est absolument impossible qu'il puisse être applicable dès le 1er janvier 2026. Donc, ça sera bien à compter du 1er juillet 2026. Avec la subtilité, c'est qu'il concernera quand même les parents d'enfants qui sont nés ou adoptés depuis le 1er janvier ou pour qui le terme était prévu postérieurement au 1er janvier, mais avec des enfants qui sont nés de façon prématurée en amont. Donc, ce qui veut dire que pour ces parents-là, je vais avoir quelque part un effet rétroactif. À compter de juillet 2026, ils pourront faire valoir leurs droits pour avoir ce nouveau congé de naissance. Ils pourront le prendre jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, c'est vraiment un dispositif exceptionnel de pouvoir aller jusqu'à si tard, eu égard on va dire, au problème de logistique pour cette mise en place. Mais voilà, j'ai bien une date qui est au 1er juillet pour l'application, mais qui concerne l'intégralité des enfants nés postérieurement au 1er janvier 2026 ou adoptés postérieurement, ou pour qui le terme était prévu après le 1er janvier 2026. Donc toujours dans l'idée du thème de ce webinaire,
L'idée, c'est que si vous vous sentez concerné pour des salariés qui pourraient être dans cette hypothèse-là, n'hésitez pas, n'attendez pas, anticipez la prise de ces congés éventuels pour prévoir un remplacement, prévoir une période de tuilage si nécessaire pour des postes stratégiques. L'idée, c'est vraiment de ne pas attendre le dernier moment. Donc ça, c'était ce premier point sur le congé de naissance 2026. Autre point qui fait beaucoup parler, c'est donc l'encadrement de la durée des arrêts de travail, ou même tout simplement l'encadrement des arrêts de travail, avec un gros focus évidemment sur la durée, puisqu'il est évoqué donc des durées maximales. Donc ça, c'est pareil, on est en attente de décret. Vraisemblablement, on devrait être sur une durée de 1 mois pour la première prescription, 2 mois pour une prolongation. C'est un sujet qui est vivement débattu. La semaine dernière, et je crois que ce n'est pas fini, on a eu effectivement plusieurs professionnels de santé qui étaient en grève vis-à-vis de cet encadrement. Alors, pas seulement vis-à-vis de l'encadrement des durées, c'est vraiment par rapport à, quelque part, le fait qu'on puisse impacter leur autonomie. Donc, on a un sujet qui doit normalement prendre application au 1er septembre 2026. Donc, c'est un petit peu tard, donc il peut se passer pas mal de choses. Et évidemment, les décrets viendront confirmer, viendront peut-être réduire un petit peu le champ d'application. On verra ce qu'il en est, mais aujourd'hui, quand on analyse la loi, c'est ce qui en ressort. Une durée maximale pour la première prescription de 1 mois, une durée maximale pour une prolongation de 2 mois, avec néanmoins la possibilité de déroger à ces plafonds dans le cas où la situation du patient le justifie, et c'est notamment le cas des pathologies particulières ou en considération des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces éléments? C'est que ça ne va pas changer grand-chose non plus. Ça existe, des arrêts de plus d'1 mois, on en a, mais ça reste quand même une minorité. Donc, globalement, pour les arrêts de moins d'1 mois, il ne va pas y avoir d'impact significatif. Pour les arrêts qui pourraient être de plus d'1 mois ou les prolongations de plus de 2 mois, globalement, je vais juste avoir un recours aux professionnels de santé qui sera plus récurrent, mais je ne vais pas avoir un changement drastique donc vis-à-vis de l'encadrement de ces durées. Autre chose qui est évoquée, et là c'est pareil, on attend d'en savoir un petit peu plus, c'est donc un renforcement du contrôle, donc notamment avec le maintien du formulaire CERFA sécurisé, donc qui lui avait déjà été mis en place sur 2025, donc qui est maintenu, et surtout, et là c'est là où on attend de voir aussi un petit peu ce que ça peut donner, c'est l'obligation pour le prescripteur d'indiquer donc les motifs précis de l'interruption de travail, en plus des éléments médicaux qui justifient l'arrêt. Donc voilà, c'est là-dessus aussi où, quelque part, on touche un petit peu à l'autonomie. Donc là, on reste un petit peu en attente de voir ce qui va se passer. Mais c'est intéressant de garder en tête qu'on a vraiment une volonté dans cette loi d'aller renforcer le contrôle. Donc, à voir ce que ça peut donner. Autre point, donc, c'est le focus sur la contribution patronale de rupture conventionnelle. Alors, pour moi, c'était un point qui est intéressant. Au-delà du fait simplement qu'on vient dire, voilà, on augmente quelque part la contribution patronale de rupture conventionnelle. Déjà, on va rappeler ce qu'est la contribution patronale de rupture conventionnelle. La contribution, c'est en fait une charge qui est due sur toute indemnité de rupture conventionnelle. Donc, pour rappel, en cas de rupture conventionnelle, on doit aux salariés le montant d'une indemnité. Donc, ça peut être le minimum, le minimum légal, comme on dit. Ça peut être un montant qui a été négocié, mais peu importe, sur la totalité du montant, qu'on soit sur le minimum ou qu'on soit sur un montant supérieur, l'employeur doit payer une charge dessus, qui s'appelait précédemment forfait social. Aujourd'hui, on parle de contribution patronale. Jusqu'au 1er janvier 2026, elle était de 30%. Elle passe à 40% à compter du 1er janvier. Et pour faire un petit rappel historique, on était à quelque chose qui était donc à 20% avant septembre 2023. Donc, on voit quand même qu'en moins de 3 ans, on est sur une charge qui a doublé. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Moi, je suis vraiment très critique. D'un point de vue très personnel, je suis très critique sur cette augmentation. Pas seulement parce que c'est une augmentation et que c'est une simple augmentation de charge, mais tout simplement parce qu'on vient un petit peu sortir l'essence de la rupture conventionnelle. Il faut rappeler que la rupture conventionnelle, c'est l'unique mode de rupture d'un commun accord du CDI. Et aujourd'hui, en augmentant quelque part les charges sur la rupture conventionnelle, alors on veut évidemment impacter indirectement le recours à France Travail. Ça, il n'y a pas de tabou là-dessus. C'est réellement l'objectif de cette augmentation. Mais on vient dénaturer quelque part la rupture conventionnelle qui, demain, sera un dispositif qu'on va plutôt utiliser quand on souhaite sortir un salarié et quelque part un salarié qui est chez nous depuis longtemps. Un salarié fidèle, un salarié qui a toujours fait du bon travail, et même si on aurait bien envie, quelque part, financièrement, on va être confronté à une barrière avec l'augmentation de la contribution patronale. Alors, si on le souhaite et si on en a les possibilités, on pourra évidemment toujours aller sur la rupture conventionnelle, mais on voit que petit à petit, la rupture conventionnelle change un petit peu d'objectif et c'est un petit peu regrettable.
l'autre point qui est intéressant, c'est par rapport aux ruptures conventionnelles qui ont pu être signées au mois de décembre ou avant, donc pour qui on a signé le CERFA avant le 1er janvier 2026, et pour lesquels la sortie du contrat, la rupture du contrat est prévue en fait postérieurement, c'est-à-dire elle est prévue à janvier 2026. Quid? Est-ce que j'applique 40%? Est-ce que j'applique 30%? Vraisemblablement, on devrait appliquer les 40%, puisque si on applique le code de la sécurité sociale stricto sensu, on est bien sur une application, donc on va regarder le montant de la charge au moment où la charge sort, donc c'est-à-dire à janvier 2026. Donc on serait bien sur un 40%, mais on regrette que l'administration n'ait pas du tout apporté de précision sur ce sujet. Quand on regarde un petit peu, par analogie, on regarde ce qui s'est fait justement en septembre 2023, quand on est passé de 20 à 30%, la loi était beaucoup plus claire sur l'idée que c'était effectivement le montant au moment de la sortie. Là, aujourd'hui, sur le texte, rien n'est indiqué. Donc, vraisemblablement, pareil, si on fait l'analogie, on imagine qu'on devrait bien être sur le 40%. Mais c'est important de garder en tête qu'aujourd'hui, l'administration n'a apporté aucune précision sur ce sujet. Alors, on va ensuite voir donc les autres mesures de 2026. On va un petit peu moins aller sur un focus concernant ces mesures, mais c'était important de revenir dessus. La première mesure, donc, c'est la sanction sur les entreprises de plus de 300 salariés lorsqu'elles ne respectent pas la nouvelle obligation de négocier sur l'emploi des seniors et qu'elles ne mettent pas en place un plan d'action annuel. Donc là, pour le coup, on est toujours en attente d'un décret pour savoir quand est-ce que ça va venir, mais c'est important de le garder en tête pour nos plus grosses entreprises, pour les PME, pour les plus grosses structures. On le garde en tête, on est en attente d'un décret, à voir ce que ça peut donner. Deuxième mesure importante, c'est le renforcement des exonérations de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les grandes entreprises. Tout simplement, à compter donc depuis le 1er janvier 2026, on est venu tout simplement appliquer ce qu'on appliquait aux entreprises de 20 à 250 salariés pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, c'est-à-dire avec une déduction qui est fixée à 50 centimes par heure supplémentaire et à 3,50 € par jour de repos monétisé. Donc ça, c'est pareil, c'est important de le garder en tête. Ça fait partie des mesures phares donc, de cette loi de financement de la sécurité sociale sur laquelle il y a un petit peu moins à dire que nos trois premiers sujets. Donc voilà, on n'a pas fait de slide à part entière. Dernier sujet, c'est pareil, ce n'est pas du tout l'objectif de ce webinaire, mais on ne pouvait pas faire un webinaire sans à minima l'évoquer, c'est la suspension de la réforme des retraites et notamment l'âge légal de départ en retraite qui reste fixé à 62 ans et 9 mois au lieu des 63 ans, puisque voilà, tout va être gelé, tout va être cristallisé, et la durée d'assurance requise qui, elle, reste fixée à 170 trimestres au lieu de 171 trimestres. On va continuer du coup avec quelques chiffres. Donc, je reprends la main. Donc, on ne pouvait pas passer sur les nouveautés au 1er janvier 2026 sans aborder forcément les quelques chiffres qui vont changer au 1er janvier. Donc, on vous a refait on vous a pas remis tous les chiffres, mais ceux qui peuvent paraître importants. Donc, notamment le SMIC, le plafond de sécurité sociale, le montant de la gratification minimale et seuil de franchise des cotisations pour les stagiaires. Donc, le principe de calcul ne change pas, mais forcément le montant change en fonction du plafond. Les limites d'exonération, allocation forfaitaire repas, donc que votre salarié prenne son repas au restaurant, qu'il se restaure sur le lieu de travail ou qu'il se restaure hors des locaux de l'entreprise. Même chose pour les titres restaurants, donc la limite d'exonération de la participation employeur. Et puis pour les bons d'achat attribués par le CSE, donc la limite d'exonération. Donc là, même chose, pas de changement au niveau du calcul. Donc on est toujours sur 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, mais avec l'augmentation de plafond, donc on passe à 200 € par an et par bénéficiaire. Et au-delà de ce seuil-là, donc vous avez toujours l'exonération qui est subordonnée à plusieurs conditions. Donc le cadeau ou le bon d'achat, il est attribué aux salariés en raison d'un événement particulier, que ce soit Noël, mariage, naissance. Vous avez l'utilisation ou la nature du cadeau ou du bon d'achat qui est déterminée par l'employeur et le montant du cadeau ou du bon d'achat qui n'est pas disproportionné par rapport à l'événement. Donc sur les autres petites nouveautés qu'il peut y avoir sur 2026, jusqu'à maintenant, vous aviez une contribution dialogue social et formation professionnelle qui, en général, était versée à votre OPCO.
Donc, pour certaines branches d'activité, donc il va y avoir une nouveauté sur début 2026, c'est que ces contributions-là vont être payées, mais par le biais de la DSN à l'URSSAF. Donc, on vous a repris la liste des branches d'activité qui sont, enfin des conventions collectives qui sont concernées par cette nouveauté. Vous avez aussi là, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est plutôt une reconduction. Donc, la reconduction des dispositifs d'exonération de cotisations sociales et d'impôts sur les pourboires et sur la prise en charge des frais de transport public si vous étiez au-delà des obligations légales. Alors, par contre, ça, c'est reconduit dans les mêmes conditions que ce qu'il y avait en 2025. Par contre, ce n'est qu'à titre temporaire, dans l'attente du vote de la loi de finances pour 2026. Et puis, donc Augustin, je te laisse. Pour la dernière mesure, donc c'est la prolongation d'1 an du délai de mise en conformité de l'URSSAF concernant la condition d'ancienneté pour les activités sociales et culturelles. C'était important qu'on puisse en parler puisque jusqu'à il y a encore quelques jours, l'URSSAF parlait en fait de la fin de la tolérance. Donc c'est-à-dire qu'à partir du 31/12/2025, il ne devait plus y avoir cette fameuse tolérance sur la condition de l'ancienneté pour l'URSSAF. Et l'URSSAF est venue communiquer en disant qu'elle prolongeait d'1 an sa tolérance. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, si je ne suis pas encore à jour et que j'ai encore des activités sociales et culturelles qui sont dépendantes d'une condition d'ancienneté, j'ai encore 1 an pour me mettre d'équerre. Attention tout de même, cette tolérance, elle ne concerne que l'URSSAF. Donc, j'ai 1 an pour me mettre d'équerre vis-à-vis de l'URSSAF. J'aurai quelque chose d'opposable en opposant la tolérance vis-à-vis de l'URSSAF. En revanche, si demain, j'ai un contentieux, j'ai un litige prud'homal, mon salarié pourrait, lui, effectivement, me faire une demande en parlant de discrimination ou autre, en s'appuyant sur le fait que la condition d'ancienneté, certes, il y a une tolérance vis-à-vis de l'URSSAF, mais la Cour de cassation, quant à elle, et ce n'est pas nouveau, hein, ça date de 2024, on a des arrêts en 2024, 2025, peut-être même avant, elle est très claire là-dessus et elle interdit purement et simplement la pratique de conditionner l'ancienneté, notamment pour les activités sociales et culturelles. Donc, c'est important de le garder en tête parce que voilà, ce n'est pas parce que j'ai une tolérance de l'URSSAF que je peux effectivement l'opposer à mes salariés directement. Voilà, ce sera la dernière mesure qu'on va évoquer pour ce webinaire. Encore une fois, toutes nos excuses pour les petits problèmes de connexion qu'il peut y avoir, hein, c'est les inconvénients du direct. Malgré tout, j'espère qu'on aura pu effectivement, via cette rétrospective de 2025 et toutes ces perspectives 2026, répondre un petit peu à vos interrogations. L'objectif, il est évidemment de ne pas aller dans le détail de toutes les mesures qu'on a pu voir. Il est surtout de créer une alerte, se dire, on aime bien chez TGS finir sur une citation, et je trouve que celle-ci correspond parfaitement à ce qu'on peut envisager quand on est sur de l'actualité en début d'année. L'idée, c'est que vous comme nous, on n'est pas législateur, on sait très bien que parfois, il y a des choses qui peuvent être un petit peu lourdes, on ne sait pas ce que ça représente, et l'idée, c'est de pas forcément attendre le dernier moment. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si sur ce webinaire, voilà, on a pu mettre un petit peu une sonnette d'alarme sur certaines mesures, n'hésitez pas, contactez-nous, que vous soyez client ou non, utilisez le bouton pour demander à être contacté. Et puis, s'il y a certains sujets qui malheureusement n'ont pas pu être évoqués, ou vous aviez des attentes, pareil, n'hésitez pas à nous recontacter. Et puis, je vous dis à une prochaine fois et très belle journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.